Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Maxime Morlon. Bonjour Maxime Morlon. Salut Alex, comment vas-tu? Ah bah très bien, et vous? Eh ben nickel, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, je te fais l'honneur de m'accueillir chez moi pour cet entretien. Absolument. Donc dans notre bonne Lorraine, bonne Meurthe-et-Moselle. Et tu seras bien sûr le bienvenu pour le prochain entretien et plus si tu le souhaites, voilà, dans le cadre du Parti de la France. Et nous organisons des soirées en Meurthe-et-Moselle, Parti de la France régulièrement. Tout à fait, voilà, avec notre délégué régional qui est Pierre-Nicolas Nups. Nicolas Nups, absolument. Vous savez, quand le chancelier commençait ses discours à Nuremberg... Dites-moi, Maxime Morlon, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois sur le forum du Parti de la France, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous et vous présenter sur le plan personnel et politique ? Alors, donc moi j'ai 34 ans, donc j'ai une formation d'électrotechnicien, je travaille principalement dans le domaine de la distribution et de la production de l'énergie électrique, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc je commence déjà à avoir une très grosse expérience dans le milieu. Voilà, je travaille pour des sociétés qui ont pignon sur rue, qu'on ne citera pas, mais vous en doutez bien, donc en France et aussi à l'étranger. Voilà. Après au niveau politique, donc j'ai une conscience quand même politique assez jeune, car même en 2002, je n'étais pas en âge de voter, j'avais soutenu la candidature de Jean-Marie Le Pen, et j'avais bien entendu fêter son accession au second tour, voilà. J'avais à peine 3 ans. Ah voilà, bon bah ça me rajeunit pas, on dirait l'autre. Donc et après donc j'ai adhéré au Front National à l'âge de 17 ans, 18 ans, c'était vers 2008-2009 que j'ai quitté en 2011 suite à la prise de tête du parti par la bonne femme de gauche. Voilà. Après j'ai un petit peu navigué dans des strates. J'ai pas eu vraiment de parti. J'ai un petit peu laissé tomber, on va dire ça, tout en gardant une conscience politique pour mieux revenir. Donc vers 2016-2017, on a fait les comités jeunes avec Jean-Marie Le Pen. On avait présenté des candidats. Moi, je m'étais occupé notamment de la logistique de tous les candidats en Meurthe-et-Moselle à l'époque, avec Pierre-Nicolas aussi, qui était notre délégué régional déjà pour les comités jeunes à l'époque. Et après, bon, bah, les comités jeunes ont découlé sous le Parti de la France, donc naturellement, j'ai adhéré au Parti de la France fin 2018, début 2019, je me souviens plus exactement. Et Et qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre justement ? Que le Parti de la France, c'est le parti qui est l'héritier du Front National Canal Historique. C'est le même programme, c'est la même ligne. D'ailleurs maintenant, même Jean-Marie Le Pen nous fait l'honneur quand il le peut, bien entendu, d'être présent à nos événements. Donc ça, c'est quand même un gage de crédibilité, si j'ose dire. Et aussi certaines personnes de son entourage aussi. Nous avons eu aussi Roger Olindre au Parti de la France, qui a été notre président d'honneur jusqu'à son décès. Paix à son âme, à ce grand monsieur. Et donc aussi que le Parti de la France aussi a été créé par des anciens cadres du Front National, dont Karl Lang, qui était le principal instigateur de cette chose-là. Qui lui aussi avait quitté le Front National aussi pour des raisons qui sont à peu près les mêmes que les miennes, voilà. Et donc voilà, le PDF est le digne héritier, si j'ose dire, du Front National Canal Historique. Très bien Maxime Morlon, et nous rappelons également que vous êtes membre du bureau politique. Tout à fait, oui, voilà, fraîchement élu au congrès Félicitations d'ailleurs. qui s'est déroulé il y a très peu de temps, donc à Paris, voilà. Donc j'ai intégré le bureau politique, sachant que j'étais déjà membre du Conseil national depuis déjà 2 ans. Voilà. Les Français subissent actuellement de plein fouet la crise énergétique et inflationniste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le marché européen des énergies ? Comment est-ce que les Français en sont arrivés à subir ces crises ? Alors, donc déjà, le marché européen de l'énergie, faut comprendre qu'il a été mis en place déjà en plusieurs étapes et sur plusieurs années. Voilà. Donc déjà, il y a eu la création de ce marché européen là, qui a entre guillemets mixé tous les producteurs d'énergie en Europe, avec les principaux pays, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Donc on a fait une bourse de l'énergie justement au niveau européen. Donc ça a été imposé par l'Union européenne. Voilà, et bien entendu avec la complicité de nos gouvernants, et surtout sous la pression des Allemands. Voilà, c'est nos amis allemands qui avaient peur du monopole d'EDF et qui ont d'ailleurs toujours peur de ce monopole, qui ont mis cette
cette chose-là en place. Et après, on a eu aussi différents textes législatifs qui sont mis en place au fur et à mesure du temps, qui nous ont amenés à la situation d'aujourd'hui avec une explosion des prix de l'électricité. Voilà. Bon, après aussi plusieurs conjurations d'événements aussi qui ont fait en sorte qu'on en arrive là. Il n'y a pas eu que la guerre en Ukraine, et ça je vais vous l'expliquer. Donc aussi la mise en place de l'Arenh, voilà, donc qui est l'accès régulé à l'électricité du nucléaire historique, hein, donc et cette Arenh là, ça permet donc à des fournisseurs, donc des entités privées, d'acheter de l'électricité, donc un peu plus d'un quart de la production nucléaire d'EDF, hein, donc ça représente 100 TWh par an à peu près, hein. EDF produit entre 350 et 380 TWh par an avec les centrales nucléaires, donc ils achètent un peu plus d'un quart de cette production-là à 42 € le mégawatt, c'est-à-dire à prix défiant toute concurrence et même à perte pour EDF, quoi. Donc ce qui fait que c'est une des raisons que EDF aujourd'hui est en déficit. Ils ont fait 60 milliards de déficit, je crois, sur le dernier exercice, ce qui n'est pas rien, surtout quand on sait qu'EDF appartient à l'État français, donc c'est-à-dire à nous. Voilà, donc c'est les Français qui vont combler ce déficit. La nationalisation, je vous cache pas qu'on y reviendra, mais c'est pour mieux démanteler EDF, hein, ce que pensent beaucoup. Et donc cette Arenh là, donc elle a permis justement à des fournisseurs d'acheter cette électricité à prix défiant toute concurrence, pour la revendre beaucoup plus cher avec des marges énormes, hein, donc justement que le marché européen permet, qui est un marché justement boursier entre guillemets, la bourse Powernext par exemple, hein, donc qui est sujet aux spéculateurs en tout genre. Souvent on retrouve les mêmes personnes qui sont dans la haute finance, qui spéculent sous les actions, qui spéculent aussi sous les matières premières, voilà. Et après nous avons eu aussi la crise du Covid. Donc la crise du Covid, elle a eu aussi un effet majeur sur le système de production électrique en France et même dans d'autres pays, car le Covid a fait décaler des arrêts techniques pour maintenance de centrales qui auraient dû être faits 1 an ou 2 ans auparavant, ce qui fait que à la sortie du Covid, on s'est retrouvé avec plus de la moitié du parc de réacteurs nucléaires en France qui était à l'arrêt. Et avec la guerre en Ukraine qui arrivait justement donc dans un contexte justement où l'électricité était déjà très très chère. Voilà, suite à la reprise économique et donc avec des stocks d'énergie qui étaient bas, et aussi à prendre en compte, c'est que l'électricité est indexée, enfin le prix de l'électricité est indexé sur le gaz, donc forcément l'augmentation du gaz suite au conflit en Ukraine n'a fait qu'encore augmenter le prix de l'électricité. Donc pour les entreprises et pour les particuliers, et là ce sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire, qui encaissent la mise, quoi. Voilà, au détriment bien entendu des consommateurs et comment dirais-je, des contribuables français qui, je rappelle, c'est quand même eux qui ont quand même payé les centrales nucléaires, hein, comme elles étaient construites dans les années 70 jusque fin des années 90, hein, et donc c'est vraiment théoriquement, ça devrait être le peuple de France qui devrait tirer profit de ces choses-là, mais c'est pas le cas, et ça à cause de la complicité de nos gouvernants. Voilà. Donc, bien entendu, la guerre en Ukraine a accéléré ce marché haussier. L'explosion, si j'ose dire, le sabotage par les Américains des gazoducs Nord Stream a aussi provoqué une augmentation du gaz substantielle et aussi une perte de souveraineté énergétique pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, certes, qui a très peu de centrales nucléaires, a beaucoup de centrales au gaz, et enfin c'est surtout un mix gaz, charbon et éolien. Et justement, les Allemands là, qui se retrouvent sans leur principale ressource, et un gaz donc ils avaient négocié des contrats long terme sur des tarifs assez bas. Là maintenant, on va se retrouver à acheter du GNL en provenance des États-Unis ou des pays du Moyen-Orient, et qui coûte très cher justement à acheminer et aussi à injecter dans le réseau, car c'est un gaz qui est mis à l'état liquide pour être transporté par bateau et après redescendu pour être redispatché dans les réseaux en Europe, quoi. Voilà. Donc toute cette conjuration d'événements fait qu'aujourd'hui on en est là. Après, bien entendu, il est évident que ce marché européen qui a été mis en place par des politiques corrompus, il faut le dire, hein, pour des gens tout aussi corrompus, hein, tout ça c'est la même petite bande.
Et donc, bien sûr que c'est un scandale que ces choses-là soient mises en place, comme l'Arenh, bien entendu, qui aussitôt la guerre en Ukraine aurait dû être suspendue, voire même tout bonnement abolie. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal sont sortis temporairement de ces marchés-là, comme l'électricité était montée à plus de 400 € le le mégawattheure, pardon, et on est même monté en décembre 21, si je m'abuse, à 1100 € le mégawattheure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le prix que ça représente. Alors qu'avant la crise du Covid, si on dépassait les 100 € le mégawattheure, c'était déjà beaucoup. Voilà. Donc bien entendu, tout ça, c'est donc pas forcément les particuliers qui en subissent, parce qu'en France, il y a un bouclier tarifaire, hein, mais bon, le bouclier tarifaire, faut que nos amis sachent que c'est pas gratuit. C'est le contribuable qui le paye. C'est-à-dire, c'est l'État qui reverse la différence aux fournisseurs d'électricité. Voilà, c'est-à-dire le prix est plafonné, mais bon, eux, le fournisseur, ils la vendent au prix du marché. Donc ça, c'est Bercy, entre guillemets, qui comble le manque, l'écart, quoi, le delta. Voilà. Et pour les entreprises, là, par contre, c'est plein pot, et donc forcément, ça amène aussi à l'augmentation aussi des produits manufacturés, des produits alimentaires, à l'augmentation des coûts de transport aujourd'hui, car forcément, qui dit augmentation de l'énergie, dit augmentation de toutes les matières qui sont transformées, car pour transformer de la matière, il faut de l'énergie. Hein. De toute façon, comme dit un grand économiste qui est plutôt de notre bord, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Absolument. Merci beaucoup Maxime. Vous avez parlé du marché nucléaire. Il s'avère que nous avons eu des gouvernants successifs qui ont fait, on pourrait dire, des erreurs concernant l'énergie. Comment vous pouvez expliquer qu'on soit à la ramasse aujourd'hui au niveau nucléaire, alors qu'on était à la pointe de ce domaine il y a 20 ans ? Alors, faut savoir que le démantèlement de la filière nucléaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé d'ailleurs en 1997, où le funeste Lionel Jospin, hein, qui, pour justement prendre le contrôle de l'Assemblée nationale, avait fait une alliance avec, donc à l'époque on appelait ça la gauche plurielle, et il avait fait rentrer les écologistes avec Madame Voynet. Donc ça ne vous rajeunit pas, mais je me souviens encore très bien de cette époque, et où Madame Voynet, justement, avec Monsieur Jospin, avait fait des pieds et des mains pour faire fermer Superphénix, et ils y sont parvenus, qui était un réacteur, si j'ose dire, expérimental, mais pas totalement, parce que on était quand même sur une technologie qui avait déjà été travaillée par le passé, hein, dans d'autres pays. Hein. Et l'avantage de ce réacteur Superphénix, c'est qu'il permettait de réutiliser le combustible usagé des centrales nucléaires, de type réacteur à eau pressurisée, donc qui a toujours en grande majorité aujourd'hui dans notre pays et même dans le monde. Hein, c'est une technologie qui est majoritaire en tout cas. Et donc ça permettait de réutiliser le combustible qui est entreposé dans l'usine de La Hague, voilà, qui a fait de nombreux scandales par le passé, avec les écolos qui ont raconté beaucoup de balivernes sur le sujet. Les pastèques. Comme sur le nucléaire, bien entendu, voilà, les écolos marxistes, comme je les appelle. Et donc cette fermeture, ça a commencé par cette fermeture de Superphénix, et aussi l'arrêt du programme nucléaire fin des années 90, car la dernière centrale nucléaire a été mise en service, je crois, en 99, ça devait être la centrale de Civaux, donc c'était les dernières centrales du palier N4, donc les 1400 MW, hein, donc qui était la finalité et vraiment l'aboutissement des premiers réacteurs à eau pressurisée dont on avait débuté la construction par Fessenheim justement dans les années 70, quoi. Voilà, donc cette filière-là donc s'est arrêtée en 99, et après on n'a plus de projet nucléaire, plus de projet de nouveaux réacteurs. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une perte de compétences dans le secteur. Hein. Des gens qui étaient encore en état de travailler sont partis vers d'autres secteurs, se sont réorientés. Hein. Il n'y a pas de mal à cela, c'est normal. Ils ont été là où il y avait du travail. Hein. Et puis, ceux qui étaient en âge de partir à la retraite, ils n'ont pas été remplacés tout simplement, et ils n'ont pas pu transmettre leurs compétences. Donc, ce qui fait que quand on a repris le projet EPR, donc la construction de l'EPR de Flamanville en 2007, on a quand même eu un trou de 18 ans. Voilà, sans construire de réacteurs. En plus de ça, on a sectorisé ce secteur nucléaire-là, c'est-à-dire avant ce qui s'appelait anciennement Framatome, mais qui a gardé le nom aujourd'hui, quoi. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs noms, il y a eu Areva notamment. Regroupait quasiment tout. On avait les turbines, Alstom, on avait donc Framatome pour la partie réacteur, et même la partie gros œuvre, tout ça et tout, qui était aussi sous l'entité EDF, quoi.
dans les années 80-90. Hein. C'était EDF qui chapeautait tout ça, qui avait la maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est plus le cas totalement aujourd'hui, où c'est des bureaux d'études privés aussi qui assurent une partie de cette maîtrise d'ouvrage. Enfin, c'est scindé en plusieurs lots. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait pas très compréhensible pour les gens qui sont pas du milieu. Hein. Et donc, comme on a commencé à construire l'EPR, hein, qu'on a fait avec les Allemands d'ailleurs, hein, on est en partenariat avec l'Allemand Siemens hein, sur ce projet-là, et l'Allemand Siemens qui nous a lâché 2-3 ans après, hein, quand il y a eu la catastrophe de Fukushima, je crois que c'est 2009, hein, Fukushima, si je ne m'abuse, ou 2010. Et donc les Allemands ont déjà là opéré un virage de sortir du nucléaire. Donc Siemens a lâché ce projet-là en nous laissant tout seul, en laissant Areva tout seul, et Areva qui était à l'époque dans une situation financière très très tendue, et aussi dirigée par une funeste femme qui s'appelait Anne Lauvergeon, qui justement a été mêlée dans des scandales importants, hein, et aussi une gestion calamiteuse qui a conduit justement à avoir Areva quasiment au bord de la faillite avant que EDF le reprenne il y a 2-3 ans de ça, et reprenne le nom antique, si j'ose dire, de Framatome, qui était dans les années 80. Quoi. Voilà, donc justement, ça a été fait avec l'aval, bien entendu, de nos gouvernants. Hein. C'est une destruction qui date de plusieurs années, de plusieurs décennies maintenant. Hein. Et justement, aujourd'hui, je déplore qu'il n'y a pas eu de politique pour tirer la sonnette d'alarme, déjà à ces époques-là, hein, pour dire, voilà, si on arrête le nucléaire, on va le remplacer par quoi ? Ouais, parce que c'était une lubie au point de vue technique de penser qu'on allait remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes ou des parcs solaires. Hein. Techniquement, ça ne peut pas marcher, et j'expliquerai un peu plus tard dans cet entretien. Et donc là aussi où j'en veux, c'est aussi aux patrons d'EDF. Les différents patrons d'EDF qui sont passés depuis ces années-là ont aussi, entre guillemets, gardé la langue dans leur poche, ou ils se sont bien gardés de tirer cette sonnette d'alarme là. Et moi, ça m'a fait un petit peu rigoler, comme les auditions devant les commissions d'enquête parlementaires il y a quelques temps, justement, suite à cette crise ukrainienne là et la flambée des prix de l'énergie, c'est qu'on a eu droit à un genre de confessionnal et de regrets hein, d'anciens patrons d'EDF, notamment je pense à monsieur Proglio aussi, qui est passé par là, alors qu'il a quand même été à la tête d'EDF pendant quasiment 4-5 ans, il avait été mis en place par Sarkozy à l'époque. Hein. Je pense à monsieur Montebourg aussi, hein, qui nous a fait limite des cours de patriotisme économique, hein, alors que quand il était aux affaires, il a fait quoi ce monsieur ? Il a rien fait du tout. Voilà, il a bien gardé la langue dans sa poche, il a encaissé ses traitements et il a laissé les choses se faire. Alors qu'il aurait très bien pu, s'il a eu entre guillemets, il en avait eu un petit peu, convoquer des journalistes et dire voilà, je suis pas d'accord avec telle politique, et puis quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Voilà, on continue pas à prendre ce qu'il y a à prendre, comme dirait l'autre. Voilà, donc ça me fait un petit peu rigoler. Donc là, il y a quand même une certaine incompétence hein, de nos élites, hein, et aussi un certain laisser-aller qui est quand même, si je puis m'exprimer ainsi, très très douteux. Quoi. Voilà, c'est quand même extrêmement douteux de laisser les choses se faire comme ça, alors qu'on entend ces gens-là aujourd'hui nous faire des cours de souveraineté énergétique, de patriotisme énergétique ou je ne sais quoi. Voilà. Enfin, j'invite mes amis à regarder les auditions de ces gens-là devant la commission d'enquête parlementaire, c'est hallucinant. Quoi. Mais dites-moi Maxime, vous connaissez les 9 idées forces du Parti de la France bien entendu ? Bien entendu, oui. Que pensez-vous de la chimère ? Est-ce que vous y croyez ? Tout électrique. Alors, le tout électrique, il peut être viable dans certains cas. Alors moi, je suis pas un partisan du tout électrique, hein, que les choses soient claires. Mais après, ça peut être viable juste sur des moyens de mobilité, sur des trajets courts, par exemple. Moi, je pense que des gens qui font 10 km par jour pour aller à leur travail, qu'ils aient une voiture électrique en complément d'un véhicule thermique, bien entendu, je parle en complément, ça peut être viable. Ça peut être viable, surtout si c'est des voitures de petits gabarits qui ne demandent pas des batteries assez importantes, qui ne demandent pas aussi des chargeurs très importants pour pouvoir charger ces batteries. Parce que ce qu'il faut savoir quand vous achetez une voiture électrique aujourd'hui, bon, certes l'électricité
et plafonné via le bouclier tarifaire pour les particuliers. Mais de toute façon, il est sûr que dans quelques années, si on arrive justement à une conversion du parc thermique en électrique, que l'État cherchera à taxer justement la charge des véhicules. Et d'ailleurs, je pense que le compteur Linky le permet d'un point de vue technique. Mais voilà, le tout électrique peut être viable dans ce sens-là, mais ça reste voilà, très marginal. Je suis désolé, moi aujourd'hui, quand je vois des gens qui nous disent qu'on va mettre des caténaires sur les autoroutes pour faire rouler les camions d'électricité, mais franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Et surtout quand je regarde le niveau d'études de ces gens-là, qui ont fait aussi pour certains, l'école des mines, enfin des hautes écoles assez techniques, hein, des hautes écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Madame Pannier-Runacher, qui nous avait quand même dit sans hésitation que s'il y avait des coupures électriques, les Français pourraient brancher leur micro-ondes et leur frigo sur leur voiture électrique. Non mais, sérieusement, de qui se moque-t-on? Voilà. Ces gens-là, quand même, nous gouvernent. Alors, ça marche avec les normies, avec les lambdas, mais pas avec des gens qui sont connaisseurs du milieu et ou qui ont un minimum de bagage technique hein, et un certain niveau de compréhension. Voilà, clairement, bon, le tout électrique, ça peut être viable que dans ce modèle-là, mais sur le long terme, non, ça ne l'est totalement pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, les batteries, fabrication des batteries nécessite des matériaux, des terres rares, qui sont pas aussi sur notre continent ni dans notre pays, donc ça demande, on est dépendant donc d'autres pays, hein, notamment beaucoup de terres rares en Afrique. Et puis d'après ce que je sais, c'est que la Chine a pas mal mis la main sur ses ressources. Et aujourd'hui, même les fabricants de batteries en Europe, il n'y en a quasiment pas, même s'il y a des usines qui vont s'implanter. La plupart des voitures électriques, enfin, en tout cas les principaux composants des voitures électriques sont importés. Et aussi, clairement, la voiture électrique, même si on en voit de plus en plus, c'est quand même pas un marché qui est très porteur pour le secteur automobile aujourd'hui. Déjà, entre le coût d'acquisition, même une petite voiture, faut compter dans les 30-40 000 euros, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas à la portée de tous les Français, hein, surtout avec la crise économique et la période inflationniste qu'on vit. Et si vous voulez avoir une voiture électrique qui a comment dirais-je, une autonomie assez importante, hein, donc c'est-à-dire dans les 400-500 km, là on est dans les 70-80 000 euros le véhicule, ce qui donc est réservé à une certaine catégorie sociale, si j'ose dire. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure du parc éolien. J'aurais aimé savoir, est-ce que l'alternative écologique dite des énergies vertes vous paraît crédible? Alors, les énergies vertes, non, c'est pas crédible du tout. Déjà, d'un point de vue technique. Et d'un point de vue technique, il y a deux raisons. Déjà, sous le facteur de charge. Aujourd'hui, l'éolien est en constante augmentation en France. Hein, je crois que les 5 dernières années, on a, je crois, triplé ou quadruplé la puissance nominale installée du parc éolien en France. Et les éoliennes ne représentent que 7% du facteur de charge annuel. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est RTE, c'est l'entreprise qui donc achemine l'électricité jusqu'à chez nous avec Enedis. Et donc RTE nous fait part que l'éolien ne représente que 7% de facteur de charge pour l'éolien et 3% pour le solaire, ce qui est très marginal. Le nucléaire, on est à 71% par exemple. L'hydraulique, on est à 11-12%. Après, on a le gaz et le charbon qui est ensuite. Mais l'éolien et le solaire se trouvent, eux, en queue de peloton, si j'ose dire. Et après, sur la flexibilité. Car l'éolien et le solaire, c'est des énergies dites intermittentes, et donc non pilotables, et où on est tributaire notamment de la météo. Et justement, si vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas un ensoleillement assez important, vous pouvez avoir des variations de production qui peuvent varier du simple au double, et justement, c'est très difficile de pouvoir prévoir l'équilibrage d'un réseau électrique avec des moyens de production dont on ne sait pas ce qu'ils vont produire dans 1 heure, 5 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures, une journée, ou même sur 6 mois. Car on ne peut pas prédire la météo jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est très compliqué, alors que aujourd'hui, vous prenez une centrale thermique à gaz, au charbon, ou nucléaire, ou hydraulique, vous appuyez sur le bouton, ça vous produit ce que vous avez demandé, quoi. Tout simplement.
hein. Et comme le réseau électrique doit être équilibré en permanence, on peut pas se permettre d'avoir un trou dans le réseau, sinon aujourd'hui avec les interconnexions de réseau, on mettrait la moitié de l'Europe dans le noir, et avec toutes les conséquences que ça engendrerait, hein, car aujourd'hui tout fonctionne à l'électricité, hein. Déjà rien que pour payer ses courses au magasin, si le TPE de carte bancaire, internet, ça marche avec l'électricité, si vous n'avez pas tout ça, c'est fini, et tout s'arrête, quoi, hein. Voilà, les hôpitaux, et j'en passe. Tout à fait. Au vu des répressions incessantes et permanentes qu'il y a envers les automobilistes, donc déjà je ne sais pas si vous pensez qu'il y a une répression effectivement contre les automobilistes, mais est-ce que vous pensez pas que nos gouvernants souhaitent purement et simplement la disparition des véhicules individuels? Alors là, c'est pareil, c'est comme j'expliquais tout à l'heure pour le démantèlement de la filière nucléaire, c'est une entreprise aussi qui a commencé depuis plusieurs années. Et notamment, moi je me souviens, c'est quand Chirac était passé en 2002, hein, face à Jean-Marie, Chirac avait nommé l'infâme Sarkozy ministre de l'Intérieur, et à l'époque on appelait Monsieur Radar, quoi, ou Monsieur Karcher aussi, hein. Voilà, ça c'était après, hein, mais et Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur avait été chargé, hein, de justement de lancer donc justement une politique de lutte contre les excès de vitesse, hein, qui franchement n'était pas nécessiteuse, hein, car je l'expliquerai après. Le problème aujourd'hui de l'automobile, hein, bon certes on a un trafic en constante augmentation, on a des infrastructures qui sont pas ou très peu entretenues. Celles qui sont entretenues, elles sont hors de prix pour la plupart des Français, donc je pense aux autoroutes, hein, payantes, hein, qui sont d'ailleurs déjà été payées au moins 2 fois par les Français, hein, depuis le temps qu'elles sont construites. Et en plus de ça, malgré des autoroutes qui sont très chères, le réseau autoroutier n'est même pas achevé. D'ailleurs, je pense à un communiqué que notre ami Scipion de Salles m'a fait très récemment sur le sujet. Voilà. Mais après, pour en revenir à la répression des automobilistes, oui, de toute façon, c'est évident. Là aujourd'hui, après plusieurs années de recul, on le constate, hein, avec l'implantation de radars qui sont de plus en plus nombreux. Bon, ça s'était arrêté un petit peu avec les gilets jaunes, hein, il y avait eu de nombreux radars vandalisés. Mais là, je constate que ça a repris de plus belle, hein. Et puis là maintenant, on nous met même des radars dans des voitures embarquées qui sont conduites par des sociétés privées. C'est-à-dire on délègue une mission d'ordre public, de sécurité routière à des sociétés privées. On marche clairement sur la tête. Et puis bon, bah, d'après ce que j'en sais ces derniers temps, c'est qu'apparemment ces voitures-là n'auraient pas non plus le chiffre escompté, car il y a quand même des marges techniques assez importantes, hein, pour que ces voitures puissent verbaliser les usagers de la route, et elles ne seraient pas si rentables que ça. Bon, vous me direz, c'est une très bonne nouvelle, mais aujourd'hui, c'est clair qu'il est plus facile pour l'État de taper sur la tête du petit travailleur français qui prend son véhicule tous les matins que d'aller taper sur la tête du délinquant qui, lui, fait ce qu'il veut dans son quartier, fait régner la loi comme il l'entend et mène son petit business, si j'ose dire. Voilà. Après, aussi, je le constate aussi maintenant dans les villes. Et ça a commencé bien entendu à Paris, hein, avec la sinistre Anne Hidalgo, hein, qui nous annonce depuis plusieurs années qu'elle veut faire de Paris une ville sans voiture, avec juste des vélos, des trottinettes, des gens en roller et en skateboard, pourquoi pas. Voilà, et donc, et d'ailleurs ça se démocratise dans de nombreuses villes en France. On a l'instauration des ZFE, des zones à faible émission, hein, donc qui vont restreindre, je crois, d'ici 2025 ou 2027, enfin selon les villes. Donc, c'est-à-dire si vous avez une voiture de plus de 10 ans, vous ne pourrez plus rentrer dans ces villes-là, quoi. Voilà, ça sera critère 1 et 2 et terminé. Tout ce qui est en dessous. Donc ça pénalise aussi les Français qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Et là aussi, ça va aussi causer la mort des centres-villes, parce que aujourd'hui, il y a ces fameux ZFE, mais aussi il y a l'augmentation des prix des stationnements, il y a aussi l'implantation de dispositifs pour rendre la route inroulable, comme les ralentisseurs. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui en France, hein, il y a de plus en plus d'associations qui se montent en collectif sur ces sujets-là. Il y a quasiment 90% des ralentisseurs qui sont illégaux. Il y a un décret
qui régit, il y a une norme, hein, comme dans tous les secteurs d'activité, hein, notre monde est régi par des normes, par des textes, hein, et les ralentisseurs doivent pas dépasser une certaine hauteur, ils doivent pas être placés à certains endroits, notamment dans les virages, la saillie d'attaque doit avoir une certaine pente, et ils doivent pas aussi faire une certaine longueur. Voilà, donc et aujourd'hui, moi je sais qu'il y a des associations qui se montent en collectif et qui font condamner des maires, parce que souvent ce sont les maires qui font installer ces dispositifs-là, ou les comités de communes ou les métropoles, et ces associations gagnent leur procès. Donc ça, j'envisage ça aussi, pourquoi pas, de me renseigner pour faire ça chez moi sur Nancy, parce que sur Nancy, là, les ralentisseurs ces dernières années, ça ne fait que ça, hein, ça devient inroulable. Moi je peux vous assurer, je roule beaucoup. Moi, une fois, j'ai calculé, j'ai dû me prendre, je crois, 50 ou 60 ralentisseurs dans la journée. Vous faites que des trajets en ville et tout ça et tout, c'est important. Je connais des chauffeurs routiers, des chauffeurs de bus qui se plaignent d'avoir des problèmes au dos à cause de ça. Même si vous les prenez à 20 ou à 30, ça fait un choc, voilà, et donc votre dos, il en prend plein le visage, quoi, si j'ose dire. Donc tout ça, bien entendu, ça fait partie d'une entreprise justement d'éradiquer l'automobile en général, les véhicules à moteur et les automobilistes. Voilà, c'est-à-dire on va parquer les méchants français avec leur diesel dans leur campagne, ils n'en ont plus dans les villes, on veut plus les voir, et c'est-à-dire on est en train de avoir une société qui est en train de se scinder. Ça fait partie d'une division de la société, quoi, tout simplement, quoi. Nous parlons beaucoup de ralentisseurs, et justement Thomas Joly, notre président, propose que les personnes qui roulent trop lentement soient verbalisées au même titre que les personnes qui enfreignent les limitations de vitesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh bah c'est une excellente idée. Bon, alors je tiens à dire quand même qu'il y a un texte qui prévoit justement l'excès de lenteur. Voilà, que l'excès de lenteur est verbalisable justement donc par les forces de l'ordre, hein. Sauf que c'est qu'une amende de 22 €, sans retrait de points sous le permis. Donc ce qui n'est pas dissuasif. Et puis moi franchement, maintenant ça va faire bientôt 15 ans que j'ai le permis, enfin un peu moins de 15 ans que j'ai le permis. Je n'ai jamais vu une personne qui m'a dit, ou jamais entendu une personne être verbalisée pour excès de lenteur. Voilà. Autant tous les jours c'est les excès de vitesse, alors ça, que ça soit même des fois sur les pages Facebook des gendarmeries, faut voir, c'est impressionnant comment ils se gargarisent de saisir un véhicule, voilà, à une personne, ça se trouve qu'il y a des entreprises qui créent des richesses, hein. Il se gargarise d'avoir immobilisé et placé son véhicule en fourrière. Enfin, je trouve ça risible. Ça participe aussi d'une marxisation de la société qui est abominable. C'est scandaleux de voir ça. Alors, il y a encore des bons avocats qui arrivent justement à faire récupérer ces voitures, mais c'est comme tout, c'est qu'à la portée de certaines personnes. Voilà. Bon, après, je dis pas, il y a des comportements qui doivent être punis. Mais aujourd'hui, personnellement, pour rouler beaucoup, je peux vous dire que des gens qui roulent comme des malades sur la route, on n'en voit plus tant que ça, hein. On n'est plus à une certaine époque où c'était plus courant, si j'ose dire, et même des époques que j'ai pas connues. Hein, à l'époque de mes parents, par exemple, où à l'époque, on pouvait faire quasiment ce qu'on voulait. On croisait une patrouille de gendarmerie sur la route, et les gendarmes étaient aussi bourrés que vous, quoi, hein, clairement. Donc tout ça, ça fait partie de cette chose-là. Mais après, il y a des pays qui résistent. Moi, je prends l'exemple allemand, hein, qui est à 1 heure d'ici, hein. En Allemagne, vous avez à peu près 7000 km d'autoroute qui a vitesse variable, hein. Donc, qui dit vitesse variable dit que vous pouvez être en vitesse illimitée sur certaines portions. Voilà. Et en fonction du trafic, en fait, c'est panneaux lumineux et ça vous affiche la vitesse. Donc si l'autoroute est chargée, c'est limité à 120 en temps normal en Allemagne où il y a des zones à 100. Et puis par contre, en pleine nuit ou à 10 h le soir, comme il n'y a plus personne, bah c'est full limite, quoi, tout simplement, quoi. Donc ça, je pense qu'il faudrait faire ça en France, hein, surtout qu'on a les infrastructures pour le faire, hein. Les autoroutes payantes ce sont de véritables billards. On pourrait faire ça, voilà, que de se cantonner à une limitation à 130 tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est n'importe quoi. Voilà, surtout qu'aujourd'hui on a quand même des véhicules qui ont quand même très évolué au niveau de la sécurité.
Depuis de nombreuses années, il y a les crash tests qui sont là. Enfin, ça a quand même très très bien évolué au niveau sécurité les voitures, hein, par rapport à ce qui se faisait même il y a 15 ou 20 ans. C'est le jour et la nuit. Hein. Tout à fait. Dites-moi Maxime, vous savez, je viens de Dijon. Très, très belle ville. C'est une ville. Et cette ville récemment a décidé de piétoniser son centre-ville. Et moi je me suis dit, parce qu'il n'y a pas que Dijon qui fait ça, qu'est-ce que vous pensez de ces centres-villes où piétons, trottinettes, cyclistes sont désormais rois au détriment des automobilistes? Alors bon, déjà, ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que les cyclistes, comme tu le dis si bien, bénéficient d'une certaine mansuétude de la part des pouvoirs publics, alors qu'ils sont assujettis au code de la route, à ce que je sache. Voilà. Les trottinettes, c'est en cours. Je sais qu'il y a des députés qui veulent légiférer sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a un certain laisser-aller. Il y a même certaines villes là, qui commencent à parler d'interdire les trottinettes. Forcément, c'est dangereux. Hein. En plus de ça, aujourd'hui, vous avez des trottinettes débridées, ça peut monter à 80, 90. Hein. Donc, vous avez des trottinettes qui roulent comme ça sur le trottoir. Le gars, il vous chope, vous restez sur place, hein, clairement. Donc, et puis aussi, moi, pour mon expérience personnelle à moi, c'est surtout le comportement des cyclistes aujourd'hui qui se croient vraiment tout permis sur la route. Hein. Moi, j'ai encore eu le cas très récemment. Vous avez une route, vous avez une belle piste cyclable à côté, le cycliste, il roule sur la route. Clairement. Le gars, vous avez dit, il y a une piste cyclable, il vous fait comprendre que vous avez rien à lui dire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est clair que les cyclistes doivent être traités, et si on traite de manière drastique le comportement des automobilistes, ça doit être le cas pour les cyclistes. Et puis après, concernant la piétonisation des villes, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça va amener à la mort des villes, hein, donc c'est-à-dire, moi je le constate à Nancy, hein, où je connais quelques commerçants et qui me disent, voilà, de toute façon, on voit beaucoup moins de monde qu'avant. D'ailleurs, j'en veux preuve, il y a pas longtemps, un article dans le journal local, qui parlait que le marché central, hein, donc le marché central de Nancy, qui était quand même assez coté un certain temps, hein, je me souviens, il y avait même Jean-Pierre Coff, il faisait ses émissions culinaires au marché central de Nancy, comme j'étais gamin. Et justement, on a des cellules vides maintenant au marché central, chose qui était inconcevable il y a quelques années. Donc c'est pour vous dire que les villes sont en train d'être désertées. En plus de ça, là, nous, à Nancy, on a un maire là, qui est passé avec des écolos sur sa liste. Donc forcément, il doit suivre un certain programme, si j'ose dire. Hein. Et même aujourd'hui, des villes comme Bordeaux, par exemple, hein, où il y a aussi un maire écolo, les municipalités, en tout cas le maire, bloquent aussi l'implantation des bornes de rechargement pour les véhicules électriques. Oui, c'est vrai. Alors que ces gens sont écolos. Alors je ne sais pas si c'est le cas à Dijon, là à Nancy, je n'arrive pas à savoir si c'est encore le cas, mais à Bordeaux, j'ai réussi à le savoir, par une personne qui bosse dans le réseau électrique là-bas. Et c'est hallucinant de voir ça. Donc ces gens-là, qui se disent écolos, en fait, ce sont des marxistes. De toute façon, aujourd'hui, il faut comprendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, la pastèque, les écologistes sont des marxistes repeints en vert. Terminé. Ça vient de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, cette année. Tout à fait. L'excellent Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui avait sorti ça en 89, dans une émission. Donc, moi, j'étais tout juste dans ce monde. Et comme quoi, c'est plus que jamais d'actualité. Hein. Jean-Marie n'a jamais été aussi visionnaire. De toute façon, même aujourd'hui, même des gens qui l'insultaient il y a encore 10 ou 15 ans, disent aujourd'hui qu'il a raison, sur plein d'autres sujets. Tout à fait. Bon, c'est pas mon entretien, mais concernant Dijon, je constate effectivement qu'il y a énormément de petits commerces qui ont fermé, et notamment pour ceux qui habitent, ils connaîtront le centre Dauphine, où il n'y a plus aucun commerce à l'intérieur de ce centre commercial. Un centre commercial sans commerce, c'est original. C'est quand même intéressant. Et pour être allé à Dijon récemment, il me semble que ce centre commercial d'ailleurs est en travaux, il est complètement démoli. Absolument, il est complètement démoli parce que justement il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Tous les commerces ont dû partir, il n'y a plus de clients. Ça ne m'étonne pas, de toute façon nous on a le même problème aussi dans un centre commercial à Nancy qui est à côté du marché central d'ailleurs, où il y a des cellules commerciales maintenant qui sont vides. Chose qui était aussi inconcevable il y a quelques années. Il y a quelques années, pour louer ou obtenir un local commercial en centre-ville à Nancy, il fallait avoir des bons réseaux. Tout à fait. Voilà, ou clairement allonger l'argent sur la table. Dire voilà, je mets plus que les autres.
Il n'y avait même pas de négociation de loyer. Aujourd'hui, pour un local commercial à Nancy, vous pouvez négocier le loyer. C'est-à-dire, une cellule commerciale qui va être à 1 500 €, vous pouvez peut-être tenter de l'obtenir pour 1 200 voire même 1 000 €. Voilà. Et c'est pareil même pour des bureaux. Vous voulez des bureaux en centre-ville, hein, là je connais une société aussi, pareil, d'assurance, qui a ses bureaux en centre-ville, qui va déménager pour aller à la périphérie de Nancy. De un, parce que ses clients n'arrivent plus à aller dans le centre-ville, et de deux aussi pour des raisons logistiques, et aussi de coûts. Voilà, car les centres-villes sont devenus très chers, les taxes foncières augmentent, les taxes sur les locaux commerciaux augmentent, et les loyers sont très chers, encore périphérie, pour avoir des bâtiments plus efficients en termes de consommation énergétique, en termes d'entretien. Hein. Souvent, c'est des bâtiments qui sont assez récents, qui ont été construits bien après que les vieux bâtiments des centres-villes, qui n'ont pas subi de travaux depuis de nombreuses années, ou d'importants travaux ou des travaux de rénovation qui seraient trop importants et justement pour pouvoir maintenir un loyer à un prix abordable. Et donc justement maintenant beaucoup de commerces et même des banques, des assurances, des sociétés de services sortent des centres-villes. Donc on va vers la mort des centres-villes, c'est clair. Et puis de toute façon, moi je pense que ce modèle de piétonisation ne durera pas très longtemps, parce que la réalité économique et la réalité des choses rattrapera justement les gens qui ont mis ça en place, ou les gens qui ont mis ça en place seront tout bonnement dégagés aux futures élections municipales pour être remplacés par des gens qui ramèneront les voitures et réouvriront les villes aux voitures et à la mobilité en général. Et on l'espère. On l'espère. On l'espère. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et pornographe amateur également, a dit il y a 1 an qu'il allait détruire l'économie russe en la mettant à genoux. Aujourd'hui, quel est le bilan de cette déclaration? Est-ce que oui ou non ça a fonctionné? Et est-ce que nos dirigeants n'ont pas fait tout ce qu'il ne fallait pas faire dans la gestion du conflit russo-ukrainien? Alors, déjà, Bruno Le Maire est à la littérature ce qu'il est à l'économie. De toute façon, c'est pas étonnant venant de la bouche de Monsieur Le Maire. Monsieur Le Maire, de toute façon, c'est, comme l'avait dit bien Éric Zemmour lors d'un débat pendant la campagne présidentielle, c'est un cancre. C'était peut-être un bon élève, mais il suffit pas d'être un bon élève, il faut être un bon ministre et faire ses preuves qu'on est mis en situation professionnellement. Et c'est pas le cas de Monsieur Le Maire. Hein. Monsieur Le Maire, de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce qu'il faudrait faire, il ne le fait pas. Voilà. Quand même, ce monsieur-là, j'ai lu ça il n'y a pas si longtemps, a trouvé quand même la magnifique idée de contracter des emprunts sur l'inflation. Ce qui fait que la France, là maintenant, va payer 15 milliards d'euros de plus d'intérêts par an. Voilà. Donc c'est ces gens-là qu'on appelle les Mozart de la finance, paraît-il. Hein. Monsieur Le Maire qui ne sait pas ce que c'est que la reine, qui ne sait pas ce que c'est qu'un hectare. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus sur comment dirais-je, ce comédien. Pour moi, c'est un comédien. Moi, je pense qu'il le fait exprès. Je ne peux pas penser que ce gars-là est aussi stupide que certains le prétendent. Je pense qu'il suit stupidement une feuille de route qu'on lui impose, ce qui n'est pas impossible, ou soit vraiment il le fait exprès. Voilà. Après, concernant ses déclarations sur la Russie, bon, je pense que Monsieur Le Maire, il aurait peut-être un petit peu plus se renseigner, parce que faut savoir que nos amis russes, et ça je suis bien passé pour le savoir, c'est que depuis 2014, avec les sanctions qui étaient prises contre eux suite à la prise de la Crimée, ils avaient déjà opéré un renversement d'alliances et de leurs accords commerciaux au profit de l'Inde, de la Chine et de tous ces pays émergents-là. Et aussi principalement des pays des BRICS, hein, parce que les BRICS sont déjà en place, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est déjà en place déjà depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, et ça va même s'élargir. Aujourd'hui maintenant, on a même des pays peut-être comme l'Arabie Saoudite qui vont peut-être rejoindre les BRICS, ce qui n'est pas rien. On a quand même l'Arabie Saoudite qui vient d'opérer un renversement d'alliance au profit des États-Unis, au profit de la Russie. Bon, ça c'est des questions géopolitiques, on en parlera plus tard si tu veux bien, mais comment dirais-je, aujourd'hui, Monsieur Le Maire, voilà, c'était des propos complètement stupides. Même aux États-Unis, il a été raillé dans tous les pays dans le monde. Et concernant la Russie, bon, comme je le disais tout à l'heure, elle s'est préparée depuis longtemps à ces sanctions-là. L'avantage aussi de la Russie, c'est que elle dispose quasiment toutes les matières premières
sur son sol, hein, et en plus de ça, elle est exportatrice nette de matières premières, que ce soit et principalement en gaz et en pétrole. Hein, et chez eux, ils ont tous les métaux, le titane, notamment c'est eux qui fournissent quasiment 50% du titane pour l'aviation mondiale, ce qui n'est pas rien. Ils ont des technologies que nous aussi on dispose, ils savent construire des centrales nucléaires, ils savent fabriquer des avions, et en plus de ça, ils ont un allié qui s'appelle la Chine, qui est justement l'usine de ce monde, et qui en plus de ça est en train d'imposer sa monnaie, le yuan, comme monnaie d'échange mondiale, au profit du dollar. Voilà. Donc c'était évident que les sanctions économiques ne marcheraient pas, et que Bruno Le Maire se vautrerait encore une nouvelle fois lamentablement avec ses déclarations complètement stupides. Très bien. Et justement, Maxime Morlon, concernant les événements qui se passent en Ukraine, ils sont couverts par les médias français de manière, comment je pourrais dire, je vais dire caricaturale, mais il y a une forme de propagande de guerre qui en émane, de manière assez similaire d'ailleurs à ce qu'on a connu avec la Covid. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression existe encore dans les médias français ? Alors, bon, je vais pas parler de liberté d'expression dans les médias français, mais aujourd'hui, les médias français, c'est clair qu'ils sont acquis à une seule et même cause. Bon, après, en même temps, quand on regarde leurs propriétaires, c'est pas si étonnant que ça. Donc, après, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que justement, oui, on a le même son de cloche sur tous les médias, hein, peu importe quelle chaîne d'information on met, même s'il y en a une quand même qui se démarque quand même un peu plus une des autres, c'est notre bonne chaîne LCU, enfin, que j'ai renommée maintenant LCU, hein, qui est LCI à la base. Voilà. Donc LCI est devenu LCU, et tous les soirs on a le droit à des numéros de théâtre, c'est pareil, c'est des pièces de théâtre. On a le général Yakovlev, là, que j'appelle Yapudlev, là, qui a dû obtenir ses grades dans les GOG de l'OTAN, je pense, hein, tellement il raconte de conneries. Hein. Même moi qui n'ai pas fait l'armée, mais je m'intéresse beaucoup aux questions militaires, je vois pas comment ce gars-là a pu être général pour débiter les âneries qu'il débite. Alors après aussi, ce qui me dérange un peu plus, bon ça c'est un peu plus pour les connaisseurs, hein. Moi je suis plutôt fan d'aviation, j'ai voulu faire une carrière dans l'aviation quand j'étais plus jeune, avant de me réorienter plus sur le génie civil. Et donc, ce qui me dérange aussi, c'est que même la presse spécialisée, entre guillemets, hein, s'y met aussi, dans la propagande sur l'Ukraine, sur des soi-disant faits d'armes de l'armée ukrainienne, qui n'en sont pas, en fait. Hein. Je pense notamment à notre ami Xavier Titelman, de Air et Cosmos, mais il est beaucoup dans le cosmos, notre ami Titelman, hein, qui nous a sorti, je crois, il y a quelques semaines, qu'il avait un copain qui tirait 15 kilos de munitions par jour en Ukraine, avec sa Kalachnikov. Alors moi qui suis tireur sportif, vous m'excuserez, mais je suis quand même très dubitatif sur la chose. Hein. 15 kilos de munitions, je sais pas ce que ça représente, même en calibre 5,56, c'est quand même assez important. Hein. Puis la logistique aussi pour apporter les munitions sur le front, hein, parce que bon, moi je regarde quand même les vidéos sur les différents canaux Telegram, que ce soit pro-russe ou pro-ukrainien, comme on voit les conditions de combat, ça se rapproche quand même assez beaucoup de ce qu'on a connu en 14 à Verdun. Hein. Bon, sauf avec de l'armement moderne, bien entendu. Et des technologies modernes comme les drones qu'il n'y avait pas à cette époque-là, et des moyens de reconnaissance aussi, les satellites de renseignement qu'il n'avait pas non plus au début lors de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est ça qui me dérange. Et puis bon, bah, et puis évidemment le parti pris, et puis aussi des histoires à dormir debout, hein, comme le fameux missile, je sais pas si tu te rappelles, hein, qui était tombé sur la centrale de Zaporizhzhia là. Alors que en réalité c'était une cheminée, quoi. Oui. Voilà, et puis on montrait un missile sur un bâtiment qui était une annexe de la centrale en plus de ça. Enfin moi qui connais bien le nucléaire, je peux vous assurer, quand j'ai vu ça, je me suis écroulé de rire. Et puis le pire, c'est que ça marche sur les petites gens. C'est ça qui me dérange, c'est que les gens qui n'ont que accès à ces moyens d'information là, hein, via la télévision principalement, et puis la presse écrite, bon, même si elle est de moins en moins lue. Ils peuvent pas avoir un autre son de cloche. Et puis moi aussi, ce que déplore, c'est le gouvernement n'a pas tardé aussi à mettre Russia Today, à priver Russia Today de ses fréquences, et même à placer Russia Today en liquidation judiciaire, ce qui est quand même grave. Hein.
Voilà, parce que c'était soi-disant un organe de propagande, c'est tout, alors que Russia Today employait des journalistes comme Frédéric Tadei, par exemple, et d'autres, avec des émissions très intéressantes et qui n'étaient pas forcément, c'était pas non plus Télé-Kremlin, faut pas déconner, quoi. Voilà. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça, LCI, c'est devenu la chaîne ukrainienne LCU sans aucune contestation, quoi. Voilà. Et donc, forcément, aujourd'hui, ces médias-là, je pense aussi suivent une feuille de route, la feuille de route notamment de leurs propriétaires, qui ont des intérêts, notamment dans ce qu'on fait en Ukraine, des intérêts financiers aussi, qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe en profondeur en Ukraine en ce moment. Et aussi, ils ne voient pas aussi, ils n'ont pas de regard critique aussi sur la politique, notamment menée par Zelensky, la façon qu'il envoie son armée combattre face aux Russes. Voilà. Et je pense qu'à la fin de ce conflit, quand ce conflit se terminera, d'ici quelques mois, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer pour des guignols, je pense. Surtout aujourd'hui maintenant, avec Internet et tout ça et tout, les vidéos, tout qui est posté sur les chaînes de streaming, les chaînes comme YouTube, enfin les sites comme YouTube, Dailymotion et j'en passe. Je pense qu'il y a des gens qui vont ressortir et qui vont se faire un malin plaisir de faire des montages pour mettre ces gens-là le nez dans leur caca, si j'ose dire. Absolument. Et là, on s'apercevra ce que sont vraiment les médias français, c'est-à-dire ça vaut rien du tout. Les médias français, ça fait très longtemps de toute façon qu'ils n'informent plus, même au niveau politique, il suffit de voir, rien que pendant les élections, comme ils veulent influencer un candidat, regardez l'ascension de Macron. L'ascension de Macron, c'est le plus bel exemple. 2 ans avant, vous m'auriez dit, Macron va être élu président de la République, je vous aurais dit, t'es malade. Et là, il propulse un gars comme ça, sorti de nulle part. Déjà, il arrive ministre de l'économie, il était secrétaire général de l'Élysée, il ministre de l'économie, et puis tout de suite, là, on le balance dans le grand bain. Il a tous les médias qui s'ouvrent à lui, notamment Monsieur Drahi, patron de SFR, BFM TV, RMC, voilà, qui l'a bien aidé. Voilà, c'est aujourd'hui, les médias sont les faiseurs de rois. Voilà, s'ils veulent promulguer une personne sur la scène médiatique, politique, si vous n'avez pas ces gens-là avec vous, pour convaincre la masse, c'est très compliqué. Absolument. D'ailleurs, justement, vous parliez des dernières élections présidentielles. En 2022, Éric Zemmour a fait un score de 7%, ce qui pour beaucoup de personnes a été très décevant. Mais ce qui est le plus décevant, finalement, est-ce que ce ne serait pas la gestion du parti Reconquête ? Alors, effectivement, 7%, on peut être déçu, surtout vu les intentions qui lui étaient données pendant cette campagne, notamment entre la création du parti, donc meeting de Villepinte, jusqu'au début de la guerre en Ukraine. Mais le problème, c'est que ça, moi, je m'en étais pas aperçu tout de suite, mais quand j'ai réanalysé cette période-là, avec du recul, bien entendu, c'est vrai que notre ami Zemmour, même un petit peu avant la guerre en Ukraine, il a quand même bien adouci son discours. Et moi, je pense que le fait qu'il ait adouci son discours, ça aussi fait fuir des gens vers le Rassemblement national qui se sont dit, voilà, on va jouer la sécurité. Finalement, on va pas voter Zemmour, on va voter Le Pen, parce que beaucoup qui croient que c'est toujours la fille de son père, qu'elle a les mêmes idées. Bon, nous, on est un peu plus critiques sur la question, parce qu'on connaît un peu plus les gens, si j'ose dire. Mais notre ami Zemmour, oui, il a opéré justement un adoucissement dans sa ligne, dans sa doctrine, dans ses discours, voilà. Et et puis après, donc comme il s'est rendu compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, et entre-temps il y avait eu le début de la guerre en Ukraine, qu'il s'est rendu compte justement qu'il était en perte de vitesse dans les sondages, et puis aussi qu'il avait quand même au départ pris quand même parti pour la Russie, dans le conflit russo-ukrainien, il a opéré un virage à droite toute, si j'ose dire, avec des discours assez radicaux, notamment au Trocadéro, mais c'était déjà trop tard à ce moment-là. C'était déjà trop tard, et ça, je pense que c'est à cause de son entourage, tout simplement. Voilà, notamment à sa compagne. Voilà. Et donc cette dame-là, qui n'a aucune expérience en politique d'ailleurs, qui n'a fait que des écoles, qui n'a jamais travaillé de sa vie, donc qui n'a aucune connaissance du terrain et qui n'a pas d'expérience réelle sur le terrain, et ben là, elle a fait plonger notre ami Zemmour droit vers la défaite, et vers la défaite, on va dire, quand même un petit peu humiliante, parce que bon,
c'est vrai que 7%, comme on regarde en nombre de voix, c'est pas mal pour un parti qui a été créé 6 mois en arrière, même pas. Mais c'est vrai qu'au regard de l'actualité et au regard du contexte, c'est quand même décevant. Tout à fait. Voilà. Et après, bon, bah, forcément, il y a des enseignements à tirer de tout ça. Et aujourd'hui, je constate que M. Zemmour n'a pas tiré les enseignements. Moi, personnellement, si j'avais été à sa place, toute mon équipe de conseillers, je les aurais tous foutus dehors. Parce que j'aurais dit, là, les gars, vous m'avez planté, moi, je vais prendre d'autres personnes. Alors, ça marchera peut-être pas avec ces autres personnes-là, mais au moins, je sais que je partirai pas avec des perdants et avec des gens qui se sont trompés déjà la première fois. À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Et moi, ce que je déplore chez M. Zemmour, c'est qu'il n'a pas l'âme d'un chef de parti. Ça, à contrario d'un Jean-Marie Le Pen, qui l'aurait fait. Même s'il a fait des erreurs, hein, j'en ai déjà discuté personnellement avec lui, mais tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il faut en tirer les conclusions. Et aujourd'hui, je constate que M. Zemmour, il n'a pas tiré les conclusions de ces erreurs-là. Et en plus de ça, il a renforcé les gens qui l'ont mené jusqu'à cette défaite dans leurs fonctions. Et ça, c'est déplorable, et au détriment justement de cadres, je pense au départ de M. Collard, M. Devilliers, M. Jérôme Rivière aussi, qui est quand même pas un gars aussi radical que nous, qui s'est littéralement lâché dans une interview qu'il a donnée à 10 ce matin il y a quelques semaines, notamment sous Sarah Knafo. Et justement, ce qu'il dit là, c'est exactement moi ce que je pense depuis le milieu de la campagne présidentielle, c'est ce que je pense depuis février. Et puis la gestion au niveau local, n'en parlons même pas. La plupart des cadres locaux qui ont été nommés responsables régionaux ou délégués départementaux, ce sont la plupart des anciens du RN, des gens qui étaient déjà mis au rencard au RN par Marine Le Pen et ses sbires. Donc ça en dit long sur la compétence de ces gens-là. À un moment donné, au début, comme on monte des fédérations, c'est tout, qu'on prenne les premiers venus, c'est un petit peu normal, mais après, surtout là, avec le nombre d'adhérents qu'il y avait à Reconquête, ils se gargarisaient d'avoir 120 000 adhérents, il y avait de quoi faire du choix, quoi. Il y avait de quoi regarder les CV, poser les choses sur une table et dire voilà, bon bah plutôt que de mettre celui-là, on va plutôt mettre un autre qui a plus d'expérience en politique, ou parce qu'il y a une situation, parce qu'il gère une entreprise, ou qu'il est cadre dans une grosse entreprise, qu'il a l'habitude de gérer des personnes, d'organiser aussi, parce que les fédérations au niveau local, c'est de l'organisation, c'est de la logistique, et donc forcément si vous n'avez pas ces compétences-là, bah ça peut pas marcher, c'est pas possible. Alors nous dans 54 Meurthe-et-Moselle, on a eu la chance d'avoir un secrétaire départemental qui tenait plutôt la route, hein, et qui venait pas du RN, comme par hasard. Voilà, et quelqu'un qui avait déjà tenté sa chance au municipal à Nancy, quelqu'un de humble, et quelqu'un de posé, qui est à l'écoute des gens, et ça s'est très bien passé. Voilà, on a même le responsable de Génération Z qui nous a rejoints. Voilà, et on a de plus en plus, notamment, de déçus de Reconquête et de jeunes qui étaient à Génération Z qui nous rejoignent. Et ça, il n'y a pas que chez nous, c'est partout en France. Du coup, si je peux me permettre de résumer, vous pensez que la gestion nationale de Reconquête devient comme un RN bis, une forme de second rassemblement national? Alors oui, c'est quelque part c'est en train de devenir un RN bis, parce que bon, clairement, Madame Knafo n'a pas nos idées. En plus de ça, je pense qu'avec Marion Maréchal, ça risque à un moment donné de coincer, car faut dire clairement, les deux sont en lutte d'influence. À un moment donné, il faut définir qui est la tête de pont de ce parti. Et là, notamment, on va voir aux européennes qui vont mettre en tête de liste. Voilà. Et même pareil, je vais faire une petite aparté sur Madame Marion Maréchal Le Pen. Mais Madame Marion Maréchal Le Pen, elle n'a fait que 9% aux législatives dans sa circonscription, où elle avait été élue députée en 2017, il me semble. Ou avant. Ou avant, oui. 2012. Avant, 2012. Tu as raison. 2007, elle a démissionné. Voilà, 2007, elle a démissionné. Voilà. Et elle est partie, et elle n'a fait que 9%. Donc ça en dit long. Donc, comme quoi que même, on a beau s'appeler Le Pen, même à Reconquête, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le mal est profond dans ce parti. Voilà, et qu'il y a un profond problème de gestion, il y a un profond problème aussi d'idées. Même Zemmour n'a pas pu aller au second tour des législatives. Même Zemmour. Bon, après, en même temps, de toute façon, vu le score qu'il avait fait à la présidentielle, c'était sûr qu'aux législatives, généralement,
Ça, c'est admis statistiquement. Un parti qui fait mettons 10% au présidentiel, il fait entre 4 et 5 aux législatives. Et là, c'est ce qui s'est passé. La Reconquête a fait 3,5, il me semble. Donc, c'était pas illogique. Et puis, de toute façon, aussi le Rassemblement national a bénéficié aussi d'être au second tour, d'avoir fait un score historique de voix aux législatives. Voilà. Donc, et puis, quelque part, Zemmour et Reconquête ont fait le jeu du RN, alors qu'il l'a critiqué tout le long de sa campagne. Voilà. Et ils s'en sont pas rendus compte, mais ça c'est pareil, c'est des erreurs stratégiques majeures. C'est des erreurs que si Zemmour s'était entouré des bonnes personnes, qu'il n'aurait pas faites. Voilà. Moi je pense que Madame Le Pen, Marine, elle était attaquable, mais sur des sujets bien précis. Et il ne l'a pas fait. Voilà. Il aurait pu l'attaquer sur son aile gauche, notamment sur son programme social, qu'elle veut toujours continuer, qui est aussi social que celui de Mélenchon. Tout à fait. Voilà. Et là-dessus, je constate qu'il ne l'a pas attaqué. Zemmour, il a parlé d'immigration, c'est bien, il a parlé de réémigration, ministère de la réémigration, c'est là d'ailleurs comme il a opéré son virage à droite toute, sachant il se sachait en perte de vitesse. Mais c'était, voilà, il a parlé d'économie, certes, mais l'économie, moi je peux vous dire, pour en parler à des normies, ça parle pas à grand monde, quoi. Les gens n'ont pas de culture économique dans ce pays. Ils savent même pas ce que c'est des intérêts sur un taux d'inflation. Ils savent pas que la France emprunte sous les marchés financiers. Ils le savent pas. Tout ça, ils savent même pas comment écrire la monnaie. Ils savent pas justement que c'est la Banque centrale européenne qui prête aux banques privées qui reprêtent aux États. Ils ne savent pas toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que tout ça, ça facilite pas le travail. Si je peux me faire un peu son avocat, mais c'est vrai que Zemmour, il a pas était assez incisif sur certains sujets, notamment vis-à-vis du Rassemblement national, à qui il aurait pu prendre des voix. Bon, après, moi je pense que Reconquête, on n'en parlera plus pour très longtemps. Je pense qu'aux européennes, ça fera un bide, malheureusement. Et je pense qu'on en restera là. Vous pensez que le RN va gagner de nouveau les élections européennes, comme en 2014 et 2019 ? Oui, c'est évident. Oui, de toute façon, même si là, aujourd'hui, ça il faut le dire, hein, ils ne font pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a 89 députés à l'Assemblée nationale du Rassemblement national, mais j'ai envie de dire, ils sont où ? Même dans l'ancienne législature, où ils étaient quoi, 7 ou 8, ils faisaient plus de bruit. Il y avait Collard, il y avait tous ces gens-là, on entendait quand même un peu plus parler. Mais là, aujourd'hui, ils ne font plus rien. Voilà, puis bon, excuserez, c'est pas avec des Jean-Philippe Tanguy que on va, entre guillemets, imposer ses idées à l'Assemblée nationale. Hein, j'ai regardé son intervention, enfin, c'est là où il a présidé la présidence de la commission sur les ingérences étrangères, où il a auditionné Fillon. C'est malaisant. C'est malaisant. Quoi qu'on pense de François Fillon, quand même, François Fillon, c'est quand même quelqu'un qui a été Premier ministre, voilà, qui a quand même une stature de chef d'État malgré tout. C'est très malaisant. Personnellement, je suis désolé, mais il y a des gens qui sont députés au RN, ils n'ont rien à foutre là, c'est pas leur boulot. Et puis même pour certains, c'est pareil. Ils n'ont aucune connaissance de la vie réelle, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ne serait-ce que dans le privé ou même dans le public. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au contact du réel, ces gens-là. Et puis là maintenant, ils sont dans leur petite dorure du Palais Bourbon, tout se passe bien pour eux. Ils prennent 7000 balles par mois. Tout va bien. Et puis, on va pas non plus créer de scandale parce que, aussi, il y a le problème au RN, c'est la présidente qui peut vous mettre dehors du jour au lendemain. Monsieur de Fournas, je pense que aux prochaines législatives, je ne serai pas candidat. Je pense que ça. Son dossier d'investiture. Je pense que ça sent pas bon pour son investiture par le Rassemblement national. Il a déjà été enlevé, je crois, du Conseil, de la Commission nationale. Oui, non, mais ça m'étonne pas. De toute façon, c'est Marine Le Pen et ses sbires, et pareil, j'attends rien de Monsieur Bardella. Hein. Monsieur Bardella, de toute façon, il est président, mais il a juste le titre. Hein. On sait très bien comment ça fonctionne. Moi, j'ai connu le Front National du camp de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, bon, sauf que Jean-Marie était un homme éminemment respectable, qui avait du charisme, qui avait les mêmes idées que nous, et justement, lui, il y a des choses où sa fille renie, qui n'aurait pas renié, bien entendu, il n'aurait pas été jusqu'à ce point-là, quand même. Bien sûr. Vous aviez parlé de quelques militants de Génération Zemmour et de Reconquête qui ont rejoint le Parti de la France. Vous pensez donc que le Parti de la France, c'est une forme de structure naturelle pour les déçus du Rassemblement national et de Reconquête ? Alors, le Parti de la France, déjà, comme je l'ai dit en en-tête de cette émission, c'est le digne héritier du Front National Canal Historique, et donc de son programme. Et aussi
son histoire entre guillemets, parce que aujourd'hui, pour continuer sur le sujet précédent, Marine Le Pen a complètement balayé d'un revers de la main l'histoire de son parti. Elle ne veut plus entendre parler de ça, elle ne veut plus voir de logo du Front National et toutes ces choses-là, elle ne veut plus qu'on parle de ce qui s'est passé sous son père, elle a complètement renié son père au niveau politique en tout cas. Et donc oui, le Parti de la France est pour moi le futur Front National, ça c'est clair, s'il ne l'est pas déjà. Voilà. Après, le souci aujourd'hui, c'est que bon, le Parti de la France doit gagner en visibilité, et il va gagner en visibilité, pardon, et ça j'en doute pas. Mais le problème c'est que je disais tout à l'heure, c'est quand on n'a pas les médias avec nous, quand on n'a pas les moyens de communication pour pouvoir atteindre beaucoup de personnes, c'est compliqué. Mais ce qu'on fait, c'est pas mal. Mais de toute façon, voilà, moi je constate de toute façon que depuis cette dernière élection présidentielle, on a beaucoup de déçus de Reconquête qui nous rejoignent, mais aussi on a des gens du RN aussi qui viennent. Bon, ça c'est beaucoup moins, mais et on en a qui viendront dans le futur. Après, moi ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que si le RN déçoit beaucoup de gens, c'est qu'il y a eu notamment, du fait de l'esprit défaitiste qu'il y a dans ce pays, c'est que justement il y a des gens qui lâchent le truc, quoi. Voilà, et qui n'aillent pas vers d'autres structures comme le Parti de la France, voilà, pour continuer le combat. Voilà, c'est ça, je le déplore. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont un peu dans cet état d'esprit-là, c'est que voilà, ils ont été déçus par le RN, ils ont à qui ils faisaient entièrement confiance, et puis ils ont fini par être mis à la porte. Hein, il me semble, comme toi d'ailleurs, il me semble, hein, ça t'est arrivé. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, moi c'est pareil, j'ai été mis à la porte du Front National en 2011. Hein, j'ai été mis à la porte quand la bonne femme de gauche est arrivée. Donc je suis passé par là. Bon, après, moi j'ai jamais lâché le combat, parce que je pense qu'il y a toujours une issue politique, hein, même si plus le temps avance, plus elle se restreint. Mais voilà, le Parti de la France doit persévérer. Je pense qu'on est sur la bonne ligne. Je pense aussi qu'on est dans la bonne organisation. Et que justement on doit être amené justement à faire connaître notre programme, à faire connaître notre programme de souveraineté, de comment dire, de patriotisme économique, notre programme fiscal aussi. Ça c'est très important. Moi je pense que la fiscalité, ça touche beaucoup de monde, hein, notamment aujourd'hui avec les impôts qui vont être amenés à plus augmenter pour financer la charge de la dette notamment. Et les coûts exorbitants de notre État là, qui se gave, et notamment avec la suppression des droits de succession. Moi, je suis totalement pour. Voilà, c'est-à-dire le plafonnement des impôts dans la Constitution. Voilà, un certain pourcentage dans la Constitution qui devrait être discuté, quoi. Voilà, et enfin toutes des mesures comme ça. Voilà, c'est parce que ça, moi je me rends compte, c'est que dès qu'on parle d'argent en français, là par contre là, que vous soyez d'extrême gauche, de droite, machin, ils tendent l'oreille tout de suite. Voilà, c'est dès qu'on touche au porte-monnaie, l'argent. C'est pour ça que Marine a pu avoir un score aussi élevé en 2022 aussi. Oui, tout à fait, parce c'est vrai qu'elle a parlé plus de pouvoir d'achat que M. Zemmour. Ah bah oui, elle n'a quasiment pas parlé d'immigration. Voilà. Et vaut mieux vu son programme sur l'immigration. Voilà. Alors, moi je dis pas qu'il faut pas plus parler d'immigration, hein. Au contraire, hein, l'immigration va rester le socle de notre politique. Hein. Voilà, c'est clair que de toute façon en France il y a trop d'immigrés. D'ailleurs, moi qui ai l'occasion de voyager dans des pays étrangers, même eux me le disent. Même des pays entre guillemets arabes, ils me disent mais qu'est-ce qu'est en train de devenir votre pays? Voilà. Alors les bien-pensants, ils seraient bien invités d'aller voyager un petit peu vers le Maroc, la Tunisie là-bas, et de discuter avec des gens là-bas du cru. Parce que si je commence à dire ici ce que ces gens-là m'ont dit sur leurs ressortissants qui sont en France, bah c'est simple, je finis la 17e du TGI de Paris. Voilà. Et pareil, hein, même des pays un peu plus lointains. Hein. Les gens sont circonspects, les étrangers sont circonspects de l'état de la France actuelle. Ah bah c'est international notre mauvaise réputation actuelle. C'est impressionnant. Alors déjà, nous les Français, qu'on avait déjà une réputation d'arrogant entre guillemets à l'international, bon, qui n'était pas non plus, ça pouvait être dans le bon comme dans le mauvais, mais à un moment donné on pouvait se le permettre, quoi. On a la meilleure gastronomie du monde, on avait des industries de pointe. Dans le nucléaire, on était les meilleurs au monde. Les turbines Arabelle, ce sont toujours les meilleurs au monde. Une des plus belles langues du monde. Une des plus belles langues du monde, une des plus riches en tout cas. Oui. Avec des écrivains
Une culture incroyable, une monarchie incroyable aussi, une histoire monarchique incroyable. Voilà, tout le monde veut visiter Versailles. Voilà. Et donc ça c'est, il faut redorer l'image de la France, ça c'est clair. Et pas la noircir. Et pas la noircir évidemment, voilà. Mais voilà, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les Français ne sont encore pas prêts sont pas prêts pour le réveil en tout cas. Enfin, je pensais que pour l'instant. Pour l'instant, je pensais que le Covid serait un déclencheur, mais finalement non. Ils se sont tous dirigés à la piqûre comme on leur a dit de faire. Les gilets jaunes, c'est pareil. Bon, même si c'était pas très bien parti au niveau organisation, ça aurait pu prendre une autre dimension malgré tout. Voilà, ça s'est laissé infiltrer par l'extrême gauche, noyauté aussi par des organismes d'État hein, pour mieux les contrôler. Hein, quand on voit ce que sont devenus la plupart des responsables des Gilets jaunes aujourd'hui, bah voilà, c'est un constat implacable. Absolument. Voilà. Donc non, pour revenir au sujet à ta question initiale, non, je pense que le PDF c'est l'avenir en tout cas à droite de la droite en France, quoi. Voilà, parce que pour moi, ces termes galvaudés d'extrême droite, droite nationale ou de méga, giga, ultra droite, ça veut rien dire. C'est du folklore médiatique. Hein, c'est pour nous diaboliser quelque part, mais ça, je constate quand même que ça prend de moins en moins quand même. C'est ce genre de qualificatif. Donc ce qui est plutôt positif. Et là aujourd'hui maintenant, les gens, il faut leur parler de leur sujet, à quoi ils sont confrontés tous les jours. Et ça, je pense que le PDF a la réserve, a la doctrine, a le programme pour le faire. Voilà. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on en est qu'au début d'un projet, si j'ose dire. Hein, une équipe aussi très jeune, hein, aussi je constate, c'est qu'on est beaucoup de jeunes en partie de la France. Ah oui. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Depuis le dernier bureau, on est presque majoritairement en dessous de 40 ans. Hein. Voilà, c'est ça, une majorité de trentenaires, on va dire, hein, des gens qui ont à peu près mon âge, voilà, et puis des jeunes comme toi, hein, je crois que tu as 24 ans. C'est ça. Donc c'est plutôt positif, tout ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Maxime Morlon d'avoir accepté cette entrevue avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Eh ben, merci à toi Alex, ce fut un plaisir, et puis peut-être à une prochaine, dans très peu de temps, dans un forum du PDF, et puis pourquoi pas un entretien à l'avenir. En tout cas, tu es bienvenu ici chez moi en Lorraine. Merci beaucoup, et je reviendrai bien évidemment. Chers abonnés, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez mettre également un pouce bleu, vous pouvez partager la vidéo ainsi que la commenter. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee pour que nous puissions améliorer la qualité de nos vidéos. Je vous invite à nous suivre sur Telegram, notamment tous les jeudis le forum du Parti de la France à 21h. Mes chers abonnés, mes chers adhérents, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là, et je vous dis à la prochaine.